Je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir vu venir. Quand vous passez 28 ans à voir vos parents traiter votre frère aîné comme s'il était la seconde venue du Christ tout en vous traitant comme un trophée de participation qu'ils ont oublié de jeter, vous développez un certain radar pour la déception. Mais même moi, je n'étais pas préparée à l'appel téléphonique qui est arrivé le jour de mes 20 ans. Daniel, chérie, il faut qu'on te parle de quelque chose, dit maman avec cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point de me dire quelque chose que je n'aimerais pas mais que j'étais censée accepter avec grâce. Vous connaissez le ton. Moitié maîtresse de maternelle, moitié négociateur d'otages. J'étais assis dans mon studio à Paris, mangeant les restes de pad thaï au petit déjeuner, parce que c'est à ça que ressemble le succès quand on est un graphiste freelance qui construit encore sa marque. L'endroit faisait 37 mètres carrés de rêves brisés et de meubles Ikea. Mais bon, au moins le radiateur fonctionnait la plupart du temps. Qu'est-ce qui se passe, maman? Eh bien, ton père et moi avons discuté et nous avons décidé d'aider Thomas avec un acompte pour une maison. J'ai attendu le reste. Il devait y avoir plus. Il n'y en avait pas, d'accord, c'est super pour Thomas. Nous lui donnons 100 000 euros. J'ai failli laisser tomber mon téléphone dans mon pad thaï, ce qui aurait été tragique car c'était littéralement mes 3 prochains repas. 100 000 euros? Oui, nous voulons aider nos enfants à réussir. Nos enfants, au singulier apparemment. Alors, juste pour clarifier, vous donnez à Thomas 100 000 euros pour une maison. Et pour moi, vous donnez. Le silence. Le genre de silence qui en dit long, écrit des thèses et les publie dans des revues à comité de lecture. Daniel, tu es à une étape très différente de ta vie que Thomas. Tu as fait des choix différents. Thomas a une carrière stable, une relation sérieuse, un plan. Tu es toujours en train de te chercher? Me chercher? À 28 ans, je m'étais très bien trouvé, assis en sous-vêtements, mangeant des nouilles froides, regardant ma valeur nette s'envoler. Nous savions que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendant. Indépendant? C'est une drôle de façon d'épeler négligé, mais qui suis-je pour corriger ma propre mère? Voici la chose à propos d'être la déception de la famille. C'est une lente accumulation de petits moments, de minuscules coupures qui finissent par former une grande cicatrice en forme de « pas assez bien ». Thomas a 3 ans de plus, et dès qu'il a pu marcher, il était en or. Littéralement des cheveux blonds qui captaient la lumière juste comme il faut. Maman l'appelait son petit rayon de soleil. Mes cheveux bruns étaient pratiques. Même mes cheveux étaient une déception. Thomas jouait au rugby. Je jouais dans le club de jazz. Thomas sortait avec la reine du bal de promo. Je sortais avec ma PlayStation. Thomas a traversé l'université publique avec un diplôme en commerce. Je suis allée à l'école d'art avec des prêts étudiants qui me survivront. Mais voici ce qui me tue. J'ai essayé. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un concours national de design graphique. J'y ai passé 3 mois. J'ai à peine dormi. J'ai remporté la 2e place sur 3000 participants. La réponse de papa, eh bien, au moins tu as fait de ton mieux. Thomas est arrivé 4e à une rencontre régionale de natation et papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable. Je ne suis pas amère. D'accord, je suis un peu amère. Je suis comme une IPA artisanale d'amertume, complexe avec des notes de ressentiment et une finale légèrement houblonnée. Maman n'a pas toujours été comme ça, cependant. Quand j'étais tout petit, avant que Thomas ne devienne le garçon en or, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais, chocolat chaud et film Disney, me disant que je serais un artiste célèbre un jour. J'avais 7 ans quand j'ai dessiné ce dragon élaboré. Objectivement terrible, mais j'étais fière. Maman l'a scotché sur le frigo et a fait en sorte que papa le regarde. Notre Daniel va être un artiste, disait-elle, et elle avait l'air fière. C'était avant que Thomas ne commence à gagner des choses. Après cela, mes dessins sont passés du frigo au mur d'art du sous-sol, un terme fantaisiste pour désigner l'endroit où l'on met les choses dont on est obligé de se soucier mais qu'on ne veut pas regarder. L'université était mon arc de rédemption, sauf que j'ai obtenu mon diplôme dans l'économie de 2016 et j'ai découvert que l'exposition était apparemment une monnaie maintenant. Mon premier emploi payait 28 000 euros et exigeait 5 ans d'expérience, un master et la maîtrise de logiciels qui n'existeraient pas avant une décennie.
J'ai tenu 8 mois avant d'être restructuré, ce qui est le jargon d'entreprise pour revirer, et j'ai fini par me lancer en freelance. C'est ce qu'on appelle le chômage quand on veut avoir l'air entrepreneurial en soirée. Mais j'ai continué d'essayer. J'ai pris tous les clients. J'ai conçu des logos pour des arnaques crypto, des flyers pour des groupes de garage, des graphiques Instagram pour des influenceurs qui payaient en exposition. Lentement, douloureusement, j'ai construit quelque chose. J'ai eu des clients corrects. J'ai commencé à facturer de l'argent réel. À 28 ans, je gagnais assez pour survivre. Pas confortablement, pas de manière impressionnante, mais assez. Et puis Thomas a annoncé qu'il achetait une maison. C'est arrivé lors du dîner du dimanche, une tradition que mes parents ont maintenue même si nous habitions tous à 40 minutes les uns des autres dans des directions différentes. Nous faisons semblant d'être fonctionnels 2 heures par semaine. Jessica et moi avons cherché des maisons, dit Thomas, en passant la purée de pommes de terre. Thomas passe toujours les choses utilement. Considérez-le comme de l'or. Super quartier à Boulogne-Billancourt, mais les acomptes sont fous. Papa s'est animé comme un golden retriever entendant le mot promenade. Combien ? Les maisons sont autour de 500 000 €. Il nous faudrait 100 000 € d'acompte pour éviter l'assurance hypothécaire privée. Je les ai vus échanger ce regard de couple marié où des conversations entières se déroulent en un coup d'œil. Et si nous aidions, dit papa. Le visage de Thomas s'est illuminé. Papa, je ne pourrais pas. Tu ne demandes pas. Nous offrons. Papa a eu ce regard satisfait. Il est temps que nous aidions notre fils à construire son avenir. Notre fils, au singulier. Maman m'a regardé, se sentant probablement coupable. Daniel, quand tu seras prêt à t'installer. Je vais bien. C'est super pour Thomas. Thomas avait l'air mal à l'aise. Merci, Dani. Je suis sûr qu'un jour. Totalement. Quand je ne serai pas un tel échec catastrophique. J'ai souri pour montrer que je plaisantais, mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. C'était 3 mois avant mon appel d'anniversaire. 3 mois de dîners dominicaux à discuter de la chasse à la maison de Thomas comme l'alunissage. 3 mois de « nous avons alloué nos ressources ailleurs » chaque fois que j'avais besoin d'équipement de travail. Alors quand maman a appelé pour mon anniversaire pour me dire officiellement que je n'allais rien recevoir, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qui a suivi. Nous faisons un dîner de célébration ce dimanche. Thomas clôture l'achat de la maison. Tu viendras, n'est-ce pas ? Une célébration pour Thomas recevant leur argent le jour de mon anniversaire. En fait, j'ai des projets. Oh, que fais-tu ? Manger de la glace directement du pot et remettre en question mes choix de vie. Probablement. Mais j'ai dit, je rencontre des amis. Tu sais comment c'est. Eh bien, tu nous manqueras. Peut-être un dîner d'anniversaire la semaine prochaine ? Bien sûr, maman. La semaine prochaine. Nous savions tous les deux que la semaine prochaine ne viendrait jamais. J'ai raccroché et je me suis assis là, à regarder ma vie. 28 ans, 37 mètres carrés, valeur nette négative. Une famille qui se souvenait de mon existence peut-être 12 fois par an, principalement quand ils avaient besoin de quelqu'un pour se sentir supérieur. C'est là que quelque chose a changé. Pas de façon dramatique, pas de montage cinématographique, pas de musique inspirante, juste une prise de conscience tranquille que j'en avais marre. Marre d'essayer de gagner leur approbation. Marre de me présenter pour qu'on me rappelle mon insuffisance. Marre d'être la blague de l'histoire de succès de Thomas. Je n'allais pas les couper de façon dramatique ou envoyer un manifeste. J'allais juste arrêter. Arrêter d'appeler, arrêter de visiter, arrêter de mettre de l'énergie dans une relation à sens unique. Laissez-les avoir leur golden boy et leur récit parfait. Je construirais autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais ce serait à moi. La première semaine de silence fut étrange. Je me surprenais à vouloir envoyer un SMS stupide à maman, comme un mème que j'avais vu ou une pensée aléatoire sur la météo. Mémoire musculaire de 28 ans à essayer de maintenir une connexion qui n'a jamais vraiment existé. À la 2e semaine, j'ai remarqué qu'il n'avait pas non plus tendu la main. Pas un seul « Salut, comment vas-tu » ou « Tu nous manques au dîner ».
Juste le silence, ce qui, honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'ampleur de leurs pensées à mon égard. Thomas a envoyé un SMS une fois, ça va? Maman a dit, tu as été occupé. J'ai répondu, oui, débordé de travail. Félicitations pour la maison. Il a envoyé un pouce levé. C'était l'étendue de notre lien fraternel. Voici ce que personne ne vous dit à propos de la rupture de contact avec votre famille. Le plus difficile n'est pas de leur manquer. C'est de réaliser à quel point ils vous manquent peu une fois qu'ils sont partis. Je pensais que je ressentirais un vide énorme, une perte douloureuse. Au lieu de cela, je me suis senti plus léger, plus libre, comme si j'avais porté un sac à dos plein de rochers et que j'avais enfin réalisé que je pouvais simplement le poser. Mais la liberté ne paie pas le loyer, et mon appartement de 37 mètres carrés était toujours 37 mètres carrés de chair. Je me suis jeté dans le travail avec une énergie maniaque qui mène soit à une percée, soit à une panne. Dans mon cas, heureusement, c'était la première. Je faisais cette conception de logo pour une petite entreprise de torréfaction de café. Rien de fantaisiste, juste une entreprise locale qui essayait d'avoir l'air légitime. Le propriétaire, Marc, était un homme d'âge mûr qui avait quitté son emploi de bureau pour réaliser son rêve de faire du café prétentieux pour les hipsters. Nous nous étions disputés sur les révisions pendant des semaines. Je veux que ça ait l'air authentique mais moderne, avait-il dit. Rustique mais propre, audacieux mais subtil. Traduction, je n'ai aucune idée de ce que je veux, mais je saurai que c'est faux quand je le verrai. Mais quelque chose a cliqué à la 17e révision. J'ai créé ce design simple, presque brutalement minimal, juste des lignes épurées et un espace négatif qui capturait exactement ce que sa marque essayait d'être. Marc m'a appelé à 23h quand je l'ai envoyé. Daniel, c'est ça. C'est exactement ça. Combien je vous dois? Je lui avais initialement devis de 800 €, ce qui était déjà une sous-facturation pour la quantité de travail que j'avais fourni. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce l'euphorie d'avoir enfin créé quelque chose qui fonctionnait. Peut-être était-ce la colère résiduelle envers mes parents. Peut-être étais-je simplement fatigué de me sous-estimer. 1200 €, ai-je dit, m'attendant à ce qu'il se dérobe. D'accord. J'ouvre aussi un deuxième emplacement l'année prochaine. Seriez-vous intéressé à faire tout le branding pour cela? Signalétique, design de menu, emballage, le tout. J'ai essayé de rester cool. Oui, je pourrais probablement caser ça. Génial. Je pense à environ 15 000 € pour le forfait complet. Cela vous convient-il? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. 15 000 €, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 4 derniers mois combinés. Cela me convient. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement, regardant le mur. 15 000 € pour faire un travail que j'appréciais réellement pour un client qui valorisait ce que je créais. Cela ressemblait à une validation et une vengeance à la fois. Ce projet en a conduit un autre et celui-ci en a conduit 3 autres. Il s'avère que lorsque vous arrêtez de dépenser toute votre énergie émotionnelle à essayer d'obtenir l'approbation de vos parents, il vous en reste beaucoup plus pour faire du bon travail. En 6 mois, j'ai doublé mes revenus. Toujours pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour pouvoir acheter des courses sans vérifier mon compte bancaire au préalable. J'ai déménagé de la boîte de dépression de 37 mètres carrés pour un appartement d'une chambre qui avait de vraies pièces séparées. Concept révolutionnaire. J'ai même acheté un canapé qui ne venait pas de Le Bon Coin. Au 9e mois, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me réveillais et me sentais satisfait, heureux, même si ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi et c'était suffisant. J'ai commencé à aller à la salle de sport, ce qui ressemble à un cliché de rupture post-relation, sauf que c'était une rupture post-familiale et d'une certaine manière encore plus triste, mais ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour moi. De plus, la rancune est un excellent supplément de pré-entraînement. Vers le 10e mois, j'ai rencontré Chloé dans un café. Elle travaillait sur son ordinateur portable à la table à côté de la mienne et nous avons eu cette conversation sur le terrible Wi-Fi et avons partagé notre frustration mutuelle face à la vie de freelance. Elle était rédactrice, avait le même genre d'énergie de débrouillardise que moi. Nous avons commencé à nous rencontrer pour travailler ensemble,
dans des cafés, des bibliothèques, et finalement chez l'un l'autre. Ce n'était pas romantique au début, juste deux personnes qui comprenaient l'enfer spécifique d'être à son compte et seule là-dedans. Puis un soir, nous travaillions tard chez elle et elle m'a juste regardé et a dit « Je t'aime vraiment bien, tu sais. » Je ne vais pas mentir. J'ai complètement figé. Émotionnellement atrophié, ne commence même pas à couvrir mes compétences relationnelles. Mais Chloé a ri de ma panique et a dit « Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. » 2 semaines plus tard, nous sortions ensemble. Elle était drôle, ambitieuse et comprenait pourquoi je ne parlais jamais de ma famille sans que ce soit bizarre. Quand je lui ai enfin raconté toute l'histoire des 100 000 € et de l'appel d'anniversaire, elle a juste secoué la tête. « C'est nul », a-t-elle dit simplement. « Je suis désolée qu'il t'ait fait ça. » Pas de « peut-être qu'ils avaient leur raison » ou « je suis sûre qu'ils t'aiment à leur manière ». Juste la validation que c'était nul. Révolutionnaire. 1 an après avoir cessé de parler à ma famille, Chloé et moi étions au brunch, un peu à moitié ivres et heureux, quand mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé comme si c'était une bombe. Tu vas répondre, a demandé Chloé. Je ne sais pas. Tu veux? Est-ce que je voulais? Une partie de moi était curieuse. Une partie de moi voulait l'entendre s'excuser, admettre qu'ils avaient eu tort, me supplier de revenir. Mais une plus grande partie de moi savait que cela n'allait pas arriver. J'ai laissé la messagerie prendre le message. 5 minutes plus tard, je l'ai écouté. Daniel, chérie, c'est maman. Nous n'avons pas eu de nouvelles de toi depuis si longtemps. Ton père et moi sommes inquiets. Thomas est inquiet aussi. S'il te plaît, rappelle-nous. Tu nous manques. Tu nous manques. Après 1 an de silence, après avoir donné à Thomas 100 000 € et à moi rien d'autre que de la déception. J'ai supprimé le message. Qu'est-ce qu'elle a dit? A demandé Chloé. Qu'il me manque. Tu la crois? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Est-ce que je croyais que ma mère me manquait? Peut-être. De la même manière qu'un vieux meuble vous manque après avoir redécoré. Pas assez pour faire quoi que ce soit. Juste un vague sentiment que quelque chose était là avant. Non, ai-je dit finalement. Je ne crois pas. Chloé m'a serré la main. Alors tu n'as pas besoin de rappeler. Alors je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, Thomas a appelé. J'ai répondu principalement par curiosité. Dani, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa paniquent. Ils disent que tu ne les as pas rappelés. J'ai été occupée pendant 1 an. Bon point. Oui, Thomas. Pendant 1 an. Silence de sa part. Puis, c'est à cause de l'histoire de la maison? Parce que je leur ai dit qu'ils auraient dû t'aider aussi. J'ai dit que ce n'était pas juste. Cela m'a surpris. Tu l'as fait? Bien sûr que je l'ai fait. Tu es mon frère. Mais tu sais comment ils sont. Ils ont dit que tu comprendrais, que tu étais indépendant et que tu n'avais pas besoin d'aide. Alors, tu les as juste laissés faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Refuser 100 000 € par principe? Encore un bon point, ce qui m'a rendu encore plus en colère. Non, je suppose que non. Écoute, rappelle juste maman. D'accord? Elle me rend fou avec ça. Elle pense que tu es en colère contre eux ou quelque chose comme ça. Je suis en colère contre eux. Eh bien, je ne sais pas, arrange-toi ou je ne sais quoi. Je dois y aller. Jessica appelle. Mais sérieusement, rappelle-la juste. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée là, ressentant tous les vieux sentiments familiers, ce mélange toxique de colère, de culpabilité et d'insuffisance. La partie raisonnable de mon cerveau savait que j'avais tout à fait le droit d'être contrariée. Mais la partie de moi qui avait passé 28 ans à être entraînée à s'adapter aux sentiments de tout le monde a commencé à murmurer que peut-être j'étais dramatique. Peut-être que je devrais juste la rappeler. Peut-être que j'étais le problème. Chloé m'a trouvé comme ça, fixant mon téléphone. Thomas, a-t-elle deviné? Il a dit que maman panique. Pense que je devrais la rappeler. Tu veux? Je ne sais pas ce que je veux.
Je sais juste que je suis fatiguée de me sentir comme le méchant parce que j'ai des limites. Alors ne rappelle pas. Tu ne leur dois pas l'accès à ta vie juste parce qu'ils ont soudainement décidé qu'ils le voulaient. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont deux choses très différentes. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler, à construire, à grandir, j'ai eu plus de clients, j'ai augmenté mes tarifs à nouveau, j'ai commencé à refuser des projets qui ne m'enthousiasmaient pas, concept novateur que d'avoir le luxe d'être sélectif. Au 18e mois, j'avais économisé assez d'argent pour commencer à penser à quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Acheter une propriété. Pas une maison, pas encore, mais peut-être un petit terrain quelque part. Un endroit qui était à moi. Un endroit que j'avais gagné. Un endroit où mes parents n'avaient rien à faire. J'ai commencé à regarder les annonces en ligne tard le soir, rêvant de ce que je pourrais y construire. Pas seulement physiquement, mais métaphoriquement. Une vie complètement séparée de la famille qui n'avait jamais vu ma valeur. Je ne le savais pas alors, mais ce rêve était sur le point de devenir quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Et mon frère était sur le point de passer devant, de s'arrêter et d'appeler notre père en hurlant, mais ça vient plus tard. Trouver la propriété fut un pur accident. Je ne cherchais même pas ce jour-là. Chloé et moi avions pris la route vers les gorges du Verdon pour une randonnée le week-end, une de ces excursions spontanées où l'on se réveille un samedi et décide qu'on a besoin de voir des arbres plus grands que son immeuble. Nous sortions ensemble depuis environ 6 mois à ce moment-là, et les choses devenaient sérieuses de cette manière confortable où l'on arrête de faire semblant de ne pas ronfler. Sur le chemin du retour, nous avons pris un mauvais virage, un virage spectaculairement faux. Le GPS a perdu le signal. Chloé naviguait avec une vraie carte en papier comme si nous étions des pionniers. Et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés sur cette route secondaire à environ 40 minutes de Paris qui semblait n'avoir pas vu d'équipe d'asphalte depuis l'administration de Mitterrand. Je crois qu'on est perdu, dit Chloé, ce qui était l'euphémisme de l'année. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes en pleine aventure. J'essayais de rester positif même si mon téléphone n'avait pas de réseau, et nous étions passés 2 fois devant la même grange abandonnée et effrayante. Puis nous avons tourné un coin, et c'était là. 5 hectares de terre en friche avec un panneau à vendre peint à la main à peine visible à travers les ronces. La propriété était adossée à un petit ruisseau, avait ses immenses sapins centenaires éparpillés et une vue qui vous faisait comprendre pourquoi les gens écrivent de la poésie sur la nature. C'était complètement impraticable. L'allée était plus une suggestion qu'une réalité. Il n'y avait pas de maison, pas d'installation, juste une terre brute qui nécessiterait des milliers d'euros juste pour la rendre constructible. Je me suis garée quand même. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Chloé. « Je veux regarder. » Daniel, nous sommes au milieu de nulle part. C'est comme ça que les films d'horreur commencent. Mais j'étais déjà sortie de la voiture, marchant sur ce qui aurait pu être une allée à un moment donné de l'histoire. La propriété était encore plus belle de près. Silencieuse de cette manière que seules les forêts peuvent l'être, où le silence n'est pas vide, mais plein de petits sons. Des oiseaux, le vent dans les arbres, le ruisseau au loin. Je me suis tenue là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité. Le numéro sur le panneau était à peine lisible, mais j'ai pris une photo et j'ai noté mentalement d'appeler quand nous aurions à nouveau du réseau. « Tu es sérieux à ce sujet ?» dit Chloé quand je suis revenue à la voiture. « Peut-être. Je ne sais pas. Probablement que je n'ai pas les moyens de toute façon. Tu devrais appeler. » Je l'ai fait. Le lendemain, gueule de bois infernale, sentant encore le feu de camp. Le propriétaire était un gars nommé Franck. Il devait avoir la 60aine, une voix de papier de verre. « Intéressé par la propriété ?» demanda-t-il. « Peut-être. »« Combien en demandez-vous » ? 45 000. J'ai failli laisser tomber le téléphone à nouveau. Apparemment, c'était devenu mon truc. 45 000 € pour 5 hectares. Oui. C'est inconstructible en l'état. Il faut une fosse septique, un puits et l'électricité. Mais le terrain est bon. Il est dans ma famille depuis les années 50. Je suis juste trop vieux pour en faire quoi que ce soit maintenant.
45 000 euros. C'était moins que ce que mes parents avaient donné à Thomas pour un acompte. Moins de la moitié, en fait. J'avais 32 000 euros d'économie. Chaque euro que j'avais accumulé au cours des 18 derniers mois à dire non à ma famille et oui à moi-même. Prendriez-vous 30 000, ai-je demandé, m'attendant à ce qu'il se moque. Mon fils, je demande 45 parce que c'est ce dont j'ai besoin. Taxes foncières, quelques factures médicales. Je ne peux pas descendre en dessous. C'était juste. Je ne pouvais pas blâmer un homme de 70 ans d'avoir besoin de payer ses factures. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, déçu, mais pas surpris. 13 000 de moins. Cela aurait aussi bien pu être 1 million. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Cette propriété me hantait. J'en rêvais. J'imaginais ce que je pourrais y construire. Pas même nécessairement une maison, juste quelque chose. Un studio, un atelier, un endroit qui était complètement, indéniablement le mien. Chloé m'a surpris en train de regarder les photos que j'avais prises pour la 100e fois. Tu la veux vraiment, a-t-elle dit. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas les moyens. Et si j'aidais? Je l'ai regardé. Quoi? J'ai quelques économies. Pas beaucoup, mais peut-être 8 000. On pourrait l'acheter ensemble. Chloé, c'est ton argent. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas? On parlait déjà d'emménager ensemble. Ça pourrait être notre projet. Quelque chose que nous construisons ensemble, littéralement. Je voulais dire oui immédiatement. Mais quelque chose m'a arrêté. Et si ça ne marche pas entre nous? Je veux dire. Elle est restée silencieuse un instant. Alors nous nous débrouillerons comme des adultes. Nous rédigerons des papiers. Nous le rendrons légal. Protégeons nos 2 investissements. Mais Daniel, tu ne peux pas laisser la peur de l'échec t'empêcher d'essayer quelque chose que tu veux vraiment. Tu as fait ça toute ta vie avec ta famille. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Quand était-elle devenue si douée pour avoir raison? D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Nous avons rappelé Franck cet après-midi-là. Nous avons offert 40 000, tout ce que nous pouvions réunir. Il a pris 3 jours pour y réfléchir. 3 jours où j'ai à peine dormi, rafraîchissant obsessionnellement mes emails comme si ça allait le faire décider plus vite. Finalement, d'accord, mon fils. 40 000. Mais vous payez les frais de clôture. Deal. Le processus a duré 2 mois. Paperasse, inspection, plus de paperasse, recherche de titres, encore plus de paperasse. Il s'avère qu'acheter un terrain, c'est surtout signer votre nom jusqu'à ce que votre main se crispe. Chloé et moi avons rédigé un accord avec un avocat. 60% à moi, 40% à elle, reflétant notre investissement. Si nous rompions, nous nous rachetions mutuellement ou nous vendions et partagions les bénéfices. Très romantique, mais aussi très nécessaire. Le jour de la clôture fut anticlimatique. Juste nous et Franck dans un bureau de notaire, signant des papiers, se serrant la main. Franck m'a donné le panneau à vendre peint à la main original en guise de blague. Vous l'avez mérité, a-t-il dit. Bonne chance avec l'endroit. Et juste comme ça, je possédais un terrain. 5 hectares de possibilités. Je suis resté là après son départ, tenant le titre de propriété, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant et que je dessinais des dragons. De la fierté. Les premiers mois n'ont été que du nettoyage. Chloé et moi allions le week-end, défrichions les ronces, transportions les ordures que les anciens propriétaires avaient jetées. C'était un travail difficile, le genre qui vous laisse endolori et sale, et étrangement satisfait. J'ai commencé à planifier, j'ai dessiné des croquis d'une petite cabane, rien de fantaisiste, peut-être 75 mètres carrés, quelque chose que je pourrais potentiellement construire moi-même avec l'aide de YouTube et d'une pure obstination. Puis j'ai eu une meilleure idée. L'un de mes clients était un architecte, un jeune homme nommé Julien, qui concevait des maisons durables. Nous avons commencé à parler de la propriété autour d'un café et il s'est enthousiasmé de la manière dont les architectes s'enthousiasment lorsqu'ils voient un projet sur lequel ils veulent vraiment travailler. Et si nous en faisions un projet vitrine, a-t-il dit.
Je le conçois. Vous faites tout le branding et les supports marketing pour mon cabinet en échange. Nous documentons tout le processus de construction. Utilisez-le pour nos 2 portfolios. Je ne peux pas me permettre de construire quelque chose de fantaisiste. Julien, qui a dit quelque chose de fantaisiste? Petit, efficace, durable. Nous le faisons bien. Gardez les coups bas. Prouvez que vous n'avez pas besoin d'un cadeau de 100 000 € de vos parents pour posséder quelque chose de beau. Cette dernière partie a fait mouche. Ils connaissaient mon histoire. La plupart de mes amis proches la connaissaient à ce moment-là. Au cours des 6 mois suivants, nous l'avons conçue ensemble. Une cabane de 55 mètres carrés avec une chambre en mezzanine, des toilettes à compost, une récupération d'eau de pluie, des panneaux solaires. Non pas parce que j'étais un croisé de l'environnement, mais parce que c'était moins cher que de raccorder les services publics à la propriété. Budget total, 65 000 €, y compris les permis et les matériaux. J'avais environ 15 000 € d'économie en plus de ce que j'avais mis dans le terrain. Chloé a apporté 10 000 de plus. Le reste, je l'ai financé avec un petit prêt à la construction à un taux qui me donnait la nausée mais était gérable. Nous avons commencé les travaux au printemps. J'ai embauché un entrepreneur pour les fondations et le gros œuvre, des choses qui dépassaient mon éducation YouTube. Mais les travaux intérieurs, je les ai faits moi-même les soirs et les week-ends, en apprenant au fur et à mesure. Chloé a aidé quand elle le pouvait, principalement la peinture et les finitions. Mon ami Marc de l'entreprise de café est venu quelques samedis avec une équipe de ses employés, des gars qui s'y connaissaient en outils et étaient heureux d'aider en échange de bière et de pizza. Ce fut le travail physique le plus difficile que j'ai jamais fait. J'ai perdu 7 kilos, j'ai eu des callosités sur des callosités, et j'ai appris que la construction, c'est 90% de résolution de problèmes et 10% de jurons. Mais lentement, douloureusement, tout s'est mis en place. À l'automne, 18 mois après avoir cessé de parler à ma famille, j'avais une cabane. Petite, simple, complètement autonome et entièrement la mienne. Eh bien, 60% la mienne, mais quand même. Julien l'a photographiée pour son portfolio. Les clichés étaient superbes. La lumière de l'heure dorée filtrant à travers les arbres, la cabane ressemblant à quelque chose tiré d'architectural digeste, malgré un coût bien inférieur à celui de la maison de Thomas. J'ai posté une photo sur Instagram. La première fois que j'avais partagé quoi que ce soit sur le projet publiquement, juste la cabane de l'extérieur. Pas de contexte. Légende, construit ça. Fier de ça. En 1 heure, elle a eu plus de likes que tout ce que j'avais jamais posté. En un jour, un blog de design local m'avait contacté pour la présenter. En 1 semaine, 3 clients potentiels m'avaient contacté pour des projets similaires. Et quelque part là-dedans, Thomas l'a vu. Il rentrait d'une randonnée avec des amis. Il a pris un mauvais virage. Le même mauvais virage que Chloé et moi avions pris. Il s'est retrouvé sur cette route de campagne, a reconnu ma voiture dans l'allée, s'est arrêté, a marché, a vu la cabane. C'est là qu'il a appelé. Papa, tu dois voir ça tout de suite. Il a hurlé dans le téléphone assez fort pour que je l'entende de l'intérieur de la cabane où j'installais la quincaillerie des armoires. Je suis sortie pour trouver Thomas debout là, téléphone à l'oreille, fixant ma cabane comme si c'était un vaisseau spatial extraterrestre. Nos regards se sont croisés. Je te rappelle, dit-il à papa, raccrochant. Et, Thomas, qu'est-ce que c'est que ça, Danny? J'ai regardé ma cabane, mon magnifique petit doigt d'honneur de 55 mètres carrés aux attentes familiales. Ceci, ai-je dit, est à moi. Thomas est resté là, fixant non pas moi, mais la cabane. Tu as construit ça, a-t-il finalement demandé. Avec de l'aide, oui. Comment? Tu étais fauché, tu vivais dans cette boîte à chaussures à manger des nouilles instantanées. C'était il y a 2 ans, Thomas. Mais papa m'a donné 100 000 € et toi tu n'avais rien. Comment as-tu fait? Il s'avère que quand tu ne dépenses pas toute ton énergie à essayer de gagner l'approbation de gens qui s'en fichent, tu peux accomplir des choses. Son visage est devenu défensif. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Quand est-ce que maman ou papa se sont renseignés sur mon travail? Ma vie? Il n'a pas répondu. J'ai acheté ce terrain pour 40 000 €.
J'ai construit la cabane pour 65 000. J'ai fait la plupart du travail moi-même. Pas d'aumône. Juste moi qui m'en suis sorti. Thomas avait l'air secoué. Danny, je ne savais pas. Je pensais que tu échouais toujours. Toujours la déception. Chloé est sortie alors. Tout va bien? Chloé, voici Thomas. Thomas, Chloé. Ils se sont serrés la main maladroitement. Thomas l'a regardé retourner à l'intérieur. Tu as acheté une propriété avec ta petite amie? Nous avons rédigé des accords légaux, rendu ça officiel. Ça s'appelle planifier, être responsable. Toutes ces choses que papa disait que je ne pouvais pas faire. Il avait l'air mal à l'aise. Je leur ai dit qu'ils devaient t'aider aussi. Mais tu l'as quand même pris. Que étais-je censé faire? Considérer que ce n'était pas juste? Penser à quelqu'un d'autre que toi-même? Thomas a sorti son téléphone. J'appelle papa. Il doit voir ça. Thomas, ne fais pas ça. Papa, je suis chez Danny. Tu dois venir ici maintenant. 32 minutes plus tard, le pick-up de papa est arrivé. Maman est sortie la première, l'air déconcerté. Papa a suivi, le visage illisible. Daniel, qu'est-ce que c'est? A demandé maman. Ma propriété. 5 hectares. Ma cabane. Papa s'est approché lentement, examinant les panneaux solaires, le design. Tu as construit ça avec quel argent? C'était là. Pas de « je suis fier de toi ». Juste, comment as-tu pu te permettre ça sans nous? Je l'ai économisé. Je l'ai gagné. J'ai fait le travail moi-même. Mais nous pensions que tu avais des difficultés. Je n'avais pas de difficultés. Je travaillais, je construisais quelque chose sans vous. La voix de papa était calme. Il a raison, Suzanne. Regarde cet endroit. Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Du respect. Du regret. Nous avons donné 100 000 € à Thomas et il a acheté une maison qui ressemble à toutes les autres. Daniel a construit ça pour moins de la moitié. Thomas a protesté, mais papa l'a ignoré. Je me suis trompé sur toi, sur ce à quoi ressemble le succès. Tu n'échouais pas. Tu étais juste sur une autre route. Je ne savais pas quoi dire. J'avais imaginé ce triomphe, mais me tenir là me semblait plus petit, plus triste. Tu aurais dû nous rappeler, dit maman. Nous étions inquiets. Vraiment? Ou juste mal à l'aise avec le silence? Elle a tressailli. C'est cruel. L'était aussi de donner tout à Thomas et de ne me donner rien d'autre que des critiques. L'était aussi d'oublier mon anniversaire. L'était aussi de me traiter comme si je n'existais pas. Nous n'avons jamais. Maman a commencé, mais les mots sont morts. Nous savions tous que c'était vrai. Je n'ai plus besoin de votre approbation, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je vais bien. Vraiment bien pour la première fois. Alors quoi maintenant? A demandé Thomas. Tu nous coupes pour toujours? Peut-être. Ou peut-être que nous trouverons à quoi ressemble une relation où je ne suis pas la déception et où tu n'es pas l'enfant en or. Où ils nous traitent comme des égaux. Papa s'est éclairci la gorge. Pouvons-nous voir l'intérieur? J'ai regardé Chloé à travers la fenêtre. Elle a hoché la tête. Oui, vous pouvez la voir. Je leur ai fait visiter. Je les ai regardés réaliser que ce n'était pas juste une cabane. C'était une preuve. La preuve que j'étais capable, compétent, réussi à mes propres conditions. De nouveau dehors, le soleil se couchait à travers les arbres. J'ai besoin de réfléchir à savoir si je veux que vous reveniez dans ma vie, ai-je dit. Et si je le fais, ce sera différent. Des limites, du respect. Plus de comparaison. C'est juste, dit papa. Maman avait l'air de vouloir argumenter, mais elle est restée silencieuse. Thomas est resté en arrière après leur départ. Je suis désolé, pour de vrai cette fois. Désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci. Je le pensais. Chloé est sortie et a mis son bras autour de moi. Comment te sens-tu? Fatiguée. Soulagée, triste, fière,
Tout ça. C'est juste. Tu as bien géré aujourd'hui. Nous nous sommes assis sur le porche, regardant la dernière lumière s'estomper. Ma propriété, ma cabane, ma vie, construite à partir de rien malgré tout. Peut-être qu'un jour je les laisserai revenir. Peut-être que nous trouverions un moyen d'être une vraie famille. Mais ce soir, j'allais juste apprécier ce que j'avais construit. Pas seulement la cabane, tout le putain de truc.